Bonjour, on se retrouve pour la suite de notre leçon consacrée au monde après 1989. Alors je vous rappelle l'essentiel. Après 1989, notamment en 90-91, après le succès de la guerre menée contre l'Irak, la première guerre du Golfe, on a eu le sentiment, l'impression qu'un monde stable pouvait se mettre en place, et ce monde stable aurait reposé sur plusieurs piliers, donc les États-Unis et leurs alliés, qui avaient la puissance nécessaire pour faire respecter l'ordre international, mais un ordre qui serait dit par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui fait respecter donc les frontières, les relations entre les États. Sauf que nous, quand on porte notre regard sur le monde qui est le nôtre aujourd'hui, on voit que les guerres sont nombreuses. Elles ont été nombreuses au Moyen-Orient, et la dernière d'entre elles que nous avons étudiée, la guerre civile de Syrie, montre bien la stabilité de cette région. Elles sont aussi assez nombreuses en Afrique subsaharienne. Donc nous ne vivons pas dans un monde stable. Il y a cependant, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, des facteurs de stabilité qui sont incarnés par les grandes puissances. Alors, ces grandes puissances, c'est évidemment les États-Unis, mais aussi l'Union européenne, la vieille Europe, à travers l'Union européenne, eh bien, peut peut-être s'affirmer comme un acteur important du monde actuel. La Russie, vaincue de la guerre froide, a aussi un rôle à jouer, et elle le joue activement, pas forcément d'ailleurs de façon très rassurante, on le verra. Enfin, la Chine s'affirme de plus en plus comme un grand acteur du monde actuel. Donc vous voyez que la géopolitique mondiale, eh bien, elle va passer par un petit bilan sur chacun de ces États ou unions d'États. On commence par l'union d'États, l'Union européenne. Alors l'Union européenne, c'est une association d'États qui a commencé de se construire dans les années 50, la CE en 1957, en mettant en place un marché commun de libre-échange, et puis en s'élargissant. Alors 1989, on l'a vu dans la leçon, c'est un moment où on relance l'élargissement. L'Allemagne de l'Est, par exemple, se réunifie avec l'Allemagne de l'Ouest. Ça agrandit cette association d'États. Et puis, en 1995, la Finlande, la Suède et l'Autriche adhèrent à leur tour à cette Union européenne. Mais c'était une union, enfin une adhésion prévue de longue date. Par contre, là où il y a eu une vraie accélération de la construction européenne, c'est avec l'adhésion possible désormais des pays d'Europe centrale et orientale, les PECO, donc, qui vont adhérer en 2004 et 2007. Donc ce sont pour l'Estonie, la Lettonie d'anciennes républiques de l'URSS, pour la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie, ce sont des anciennes démocraties populaires. Donc il y a eu une accélération de l'élargissement, l'Europe devient de plus en plus nombreuse, réunit une masse de population et d'États de plus en plus importants. En plus, l'élargissement s'accompagne d'un approfondissement. On avait vu la mise en place d'une monnaie unique, l'euro, qui donne du poids à l'Union européenne dans le monde. Donc, premier facteur à retenir, première puissance, c'est cette Union européenne qui peut peser désormais face aux États-Unis. Alors si on regarde en plus les États-Unis actuellement dans le monde, ce sont des États-Unis qui ont une politique tournée vers eux-mêmes, America First, nous dit Donald Trump, et qui ont tendance à laisser de côté leurs partenaires, notamment leurs partenaires de l'OTAN. Aujourd'hui, les États-Unis font cavalier seul, sont beaucoup moins dans la coopération avec leurs anciens alliés. Donc le monde n'est plus un monde avec une puissance états-unienne à sa tête, un monde unipolaire, mais un monde avec plusieurs pôles. À côté du pôle états-unien, eh bien, il y a une Union européenne qui peut s'affirmer. On va vers un monde multipolaire. Donc on peut le noter dans notre résumé, c'est essentiellement on va dire, un rappel qu'on fait ici. L'UE est une puissance en construction par son approfondissement, donc le traité de Maastricht par exemple en 1992 et la monnaie unique l'euro en 2002, et par son élargissement à 28 avec l'adhésion des PECO, les anciennes démocraties populaires aux républiques soviétiques.
Alors évidemment, maintenant, il faut quand même évoquer les fragilités de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne, parfois, manque d'unité. Elle n'a pas d'armée, elle pèse peu dans la géopolitique mondiale, elle a du mal à parler d'une même voix. Je vous donne simplement un exemple. En 2003, quand il y a eu la deuxième guerre du Golfe, les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Irak parce qu'ils accusaient l'Irak de soutenir le terrorisme international et d'avoir des armes de destruction massive. Alors, il se trouve que dans les deux cas, c'était pas vrai. Ça a fortement déstabilisé la région d'ailleurs. Eh bien, dans l'Union européenne, il y a eu plusieurs attitudes différentes. Il y a des pays qui ont suivi les États-Unis, qui les ont soutenus, le Royaume-Uni par exemple, l'Espagne un certain temps. Et puis, il y a des pays qui ont refusé de s'engager dans cette opération militaire, comme la France, ou comme la RFA, l'Allemagne. Ce que ça nous montre, c'est qu'il y a parfois un manque d'unité, et ce manque d'unité, on le retrouve encore aujourd'hui, en 2020, au moment où il y a une crise grave, qui est celle du coronavirus, et où bien la coopération qu'on aurait pu peut-être attendre dans le cadre de l'Union européenne ne s'est pas forcément mise en place. Donc, l'UE veut peser dans le monde, mais elle a peu d'influence diplomatique, ses moyens militaires sont limités, et il n'y a pas toujours de position commune des États membres vis-à-vis de l'étranger. Dernier point, je pense que vous avez deviné quel est le mot caché ici, une décision a amené l'UE à 28 à passer à 27, c'est le Brexit, qui est devenu effectif en 2020, cette année, le 31 janvier, sachant que ce Brexit avait été voté par les Britanniques en 2016.